première marginalisation là, du féminin. Il émerge de la terre, engendré par le sol, sperme d'Héphaïstos, le dieu forgeron. Alors vous avez effectivement un mythe qui raconte comment donc Héphaïstos, séduit donc par Athéna, qui, rassurons-nous, donc va rester vierge, donc poursuit cette dernière, et en tentant donc de la violer, donc il lui échappe donc cette semence qui donc miraculeusement donc recueillie par la terre donnera donc ce premier Athénien. Donc, en fait, donc, de l'union donc, d'Héphaïstos, finalement, et de la terre même, mais donc en évacuant le rapport au féminin, puisque Athéna, finalement, reste vierge, et finalement, tout se passe donc en dehors de ce qui aurait pu être une implication plus directe au ventre féminin. Alors la suite de l'histoire, c'est qu'il est éduqué donc malgré tout par Athéna, mais qui est donc une figure plutôt masculine, puisque donc elle-même, en dehors du fait qu'elle est vierge, elle est elle-même donc née du cerveau de Zeus, c'est-à-dire que Zeus n'a pas eu besoin non plus d'Héra pour la mettre au monde. D'ailleurs, l'idée de monde n'aurait pas de sens. Donc elle naît toute armée du cerveau de Zeus, plutôt que du ventre d'une femme. Et on a donc une double exclusion du féminin pour penser l'origine. Et cette double exclusion, donc, à la fois donc, donne une identité aux Athéniens, une identité donc, qui exclut d'une certaine manière le féminin, dont finalement, bien sûr, contrairement donc aux Amazones, on imaginait qu'elle pouvait se passer d'hommes. Les Athéniens ne se passent pas de femmes, mais symboliquement, la chose devient possible au nom d'une continuité plus profonde entre l'ordre cosmique et l'ordre politique, la politique au sens démocratique. Donc on a ce paradoxe. La cité des Athéniens porte le nom d'une femme, donc la déesse Athéna, mais c'est pour mieux écarter les femmes du pouvoir et continuer de les subordonner à l'ordre du masculin, qui est un ordre de la continuité, et une continuité traditionnelle, avec une reproduction donc dans la tradition grecque, une filiation qui passe par le masculin, par l'homme et pas par la femme. La femme est qu'une médiation, mais subordonnée donc à cet ordre masculin, qu'elle doit retransmettre à l'identique. C'est pour éviter donc cette ouverture au temps et au futur dont je vous parlais, qui est le risque de la démocratie. D'autant plus quand d'autant plus si les femmes se mettaient également à voter. Donc, alors c'est ce qu'on va voir quand même au siècle de Périclès. Il y a une petite ouverture vers cela, mais on sait bien que la démocratie athénienne excluait, n'incluait pas l'homme, le citoyen universel, cosmopolite, mais était réservé, excluait autant les esclaves, les étrangers que les femmes. Selon les mythes, le premier Athénien, donc Éryctonios, donc ça je l'ai déjà dit, donc, est né sans mère, donc il émerge de la terre engendré par le seul sperme d'Héphaïstos de forgeron. Mais Athéna, cette paradoxale mère d'Éryctonios, c'est l'intelligence masculine, elle sort du cerveau de Zeus, c'est la métisse de Zeus, sa ruse, symboliquement qui se dédouble de lui-même, de son propre cerveau, qui devient donc le principe fondateur, qui se donc substitue donc au ventre maternel, pourtant premier biologiquement. Alors, pour terminer sur cette petite note qui annonce donc, ce qui se passera bien plus tard avec le développement de l'idée démocratique, c'est que la loi de Périclès, donc en 451 avant Jésus-Christ, réintroduit les femmes au cœur de la cité en obligeant le citoyen à une double filiation donc, citoyenne, par le père et par la mère. Car si les athéniennes n'existent pas, il n'y a pas en grec de féminin à athénien. C'est les Athéniens, avec ce paradoxe que ça renvoie à une déesse féminine, mais on dit les Athéniens. Il y aura bien donc un mot pour citoyenne. Voilà. Mais il faudra attendre l'histoire, la suite de l'histoire européenne et les multiples avatars de la démocratie, donc dédoublement et redoublement de la démocratie, pour que cet espace abstrait de l'égalité soit aussi ouvert au féminin. Faisant abstraction justement du sexe biologique et concret et d'une position justement territorialement entre guillemets déterminée. Voilà.
Alors, voilà, plein d'autres choses nous attendraient, mais comme il serait pratiquement l'heure, hein, il est 26, même si on a commencé donc un petit peu en retard, on peut donc terminer cette première conférence par des questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie. Voilà. Alors vous pouvez, hein, je ne sais pas si au niveau micro, hein, où je peux m'approcher pour. Je pense qu'on peut s'entendre. Oui. Je me demande si les Grecs avaient investi ou habité un autre lieu, nous aurions cette notion d'abstraction, D'accord, de oui, oui. mondialisation. Oui, 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 oui. Les Grecs étant des marins, D'accord. ayant investi finalement le monde mouvant et sans frontières de la mer. Voilà. Oui, oui, oui. Alors, l'idée que je lance. voilà. Oui, 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 on l'a. Alors, c'est effectivement intéressant parce que on parle donc de monde, d'ouverture au monde et de première carte, hein, qui s'ouvre donc à ce monde. Je vous ai dit en quoi il y a un contraste. C'est même pire qu'un contraste, hein. Il y a une rupture absolue par rapport à d'autres modes d'humanisation qui ne sont pas